Madame, Monsieur Yorana, bienvenue dans Oyama-Wane. Aujourd'hui, vendredi, nous allons parler de sécurité aérienne, notamment du personnel navigant sur les longs courriers. Avec nous, donc, aujourd'hui, d'abord les Télénuit Amblin et la Côte. Yorana, Télénuit. À tes côtés, Yasmina Molinmar. Yorana, vous êtes donc rapporteur d'un projet qui a été donc, soumis au CESC. Et puis avec nous également, donc, pour parler de la sécurité aérienne, Gérard Morin, qui est directeur d'exploitation d'Air Tahiti Nui. Yorana, Gérard. Yorana. Et il va donc nous expliquer tout ce qui concerne la sécurité tout au long de cette émission. Piti ahuruma peno e perero tuiti ni whariri a o Yamau nā tatou, whari mai tatou i te apur a matutu ti arau e matau i no te whenua nei. Te tumu pro ia ia, te teia whaanhor a whiruri a ono tatou, e tumu pro te au te tuhi a turutu i te apur a wharerau meire e te pere te tino te hau whenua. Noni e hohoa tēne mo tamari ta tatou e haane, ini ahiwane te manurewa, te hora manurewa tu tatou, Air Tahiti Nui e te teipa atu ai hatu mo whaanhora i au no te paruru ai rato. Whari mai tatou na FFA prau no tēne apor ana tatou o te Télénuit Amblin e la Côte tano atu i a Yasmina Molinmar, marumai te tatou wharerea. I te tei a pēu i te mai te hoia tatou i a Gérard Morin e pairi te manurewa te ie. Te pairi te manurewa mata morua i ahu tēne manurewa ta tatou. Air Tahiti Nui hapu atu o ia i te tei whaanhora noni ahu te atupur ai te maita i a o tātou whiaru hipa i haaning e hui tēne manurewa tātou. I roto ia maa te miti tātou i whāri mai e tātou mau manhini. Alors le téléphone c'est le 47 36 37 où vous pouvez donc appeler et poser toutes vos questions. Alors Télénuit et Yasmina, donc le pays vous a saisi le CESC au mois de mars dernier, février-mars, notamment pour modifier le code du travail concernant le personnel navigant sur les longs courriers. Quel est le principe de ce dossier? Quel était le principe de ce dossier? En fait, ce dossier était pour porter une modification des dispositions relatives au personnel naviguant sur les courriers long trajet et donc le CESC a été saisi dans le sens où on devait se prononcer, donner un avis sur ces modifications concernant la sécurité. Alors vous avez répondu favorable, mais qu'est-ce qui a été modifié dans ce projet? Ce sont les temps de repos, c'est quoi? Alors, en fait, ce qu'il faut déjà noter peut-être, c'est qu'on a été saisi en urgence puisqu'il y avait une deadline qui était au 1er avril et il y avait une modification importante qui devait être faite pour correspondre un peu à la législation européenne. Donc c'est pour ça que le président a saisi le CESC en urgence. Donc on a donné effectivement un avis favorable à ce texte puisqu'on ne voulait pas que le personnel navigant soit justement dans cette impasse et ne puisse pas répondre aux normes européennes. Donc on a eu l'agréable surprise entre le moment où l'avis est passé au CESC et a été voté en assemblée plénière et le moment où il est passé à l'assemblée de Polynésie française, des modifications importantes ont été faites, suite notamment aux recommandations du CESC et donc a amené un vote favorable également au niveau de l'Assemblée de la Polynésie française. Alors peut-être on se tourne vers Gérard Morin qui est plus spécialiste que nous. En quoi ce rapport était-il important? Ce rapport est important parce que donc, dans les deux textes, donc, il y a le premier texte donc, il dépend du Code du travail, donc la loi du pays, qui régit donc, le personnel navigant sur le long courrier. Et le deuxième texte qui est imposé, qui est supranational, qui est européen, donc qui concerne la sécurité et puis notamment l'utilisation du personnel navigant en temps de travail. Donc on ne peut pas, on est obligé de se conformer de toute façon au texte européen pour notamment aller en Europe. À côté de ça, on s'est aperçu qu'il y avait des définitions dans la loi du pays qui contredisaient un peu certaines définitions dans le texte européen. Donc il a fallu modifier ces définitions et adapter quelques items aussi, notamment dans la loi du pays. C'était beaucoup plus facile, bien sûr, pour nous de faire des modifications dans la loi du pays. Parce que le texte européen, ça c'est sûr qu'on ne pouvait pas le modifier. Alors pour le personnel navigant, notamment sur le long courrier, qu'est-ce qui change?
Pour le personnel navigant, ce qui est déjà bien, c'est qu'on harmonise un peu par rapport au règlement européen qui a été étudié quand même par des compagnies aériennes en France et par des spécialistes. Donc on harmonise toute l'utilisation des temps de travail dans les compagnies européennes. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, nous, notre texte initial de loi du pays a été tiré du Code de l'aviation civile français. Donc maintenant, c'est celui-là. La majorité du texte est à peu près cohérent. Comme je vous dis, la seule différence, c'était surtout au niveau de certaines définitions, comme notamment le temps de repos. Alors, on va peut-être essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Par exemple, un équipage sur un avion, il est composé de combien de personnes? Un équipage, selon, ça dépend bien sûr de la taille de l'avion. Nous, l'équipage minimal est 2 pilotes. Et à l'arrière, on pourrait descendre jusqu'à 7. Mais la composition normale de notre équipage de cabine est de 10. 10 PNC, donc, et 2 pilotes. En fonction du temps de travail, après, notre temps de travail, on ne peut pas parler de temps de travail un peu comme le personnel administratif. Nous, on parle donc en temps de vol. Tout est basé donc sur l'heure à laquelle on part et l'heure à laquelle on revient, ou à laquelle on se pose. Donc ça va être une période de vol, un temps de service vol ou un temps de vol. Donc avec des butées maximales, qu'on est en équipage à 2 pilotes, dès qu'on dépasse par exemple 10 heures en temps de vol ou 13 heures en temps de service vol, là on est obligé de renforcer l'équipage pilote. Donc 3 pilotes devant, et après au-delà de 16 heures, on passe à 4 pilotes. Et vous avez combien de temps de repos alors? Donc là ensuite, sur une phase de vol, on a après des temps de vol soit avant le courrier, ce qu'on appelle temps de repos pré-courrier, soit des temps de repos après le vol. Donc tout dépend de l'amplitude de vol, comme je dis le temps de service vol, donc c'est ce qui va déterminer les temps de repos. Donc je ne vais pas vous détailler le total parce que je pense qu'ils ont du mal ils ont eu du mal déjà. C'est compliqué en fait. Tra maro mai te no tēnei matamurua na tēnei ano whaham e tātou whanamare tēnei whare ano tātou ni o te tani ni mai te hahuru mahitu tra huru maono tra huru mahitu whai te tui tono mai tautu mau wira au me hoai ni hita tātou ni tumu parau. Jera e te meo jera e te papu mai te papu o nātou te reo Tahiti i te tumu parau tātou o i hau. Jera e hati tumu i ruhia e yani ai ia whaanohia oe. Ia whaanohia te hane e ture ane no te whia me ia oto. E haarain e hau te manuru e hati tumu. Te vera te temu whaaturi ai ti pau tutu mai te o tātou ne? Te ved prou e piti ture vei. Te ved ture no te whinua ne. Loi du pays, code du travail, et te bet turi no Europa mai, te me. Whanoho i te hora uhipo, nā te mau pairoti e te mau mea mau PNC. E manona e wau, mea uro te prau, taho e wea hura be uhipo ta te tātou e te whenua ne e to Europa. E tano trahuru, i be tātou hapiri tātou te hapora. No tia ia whaatano tātou te whenua ne e to Europa mā. No te mawhiwhi? Te mawhiwhi e te wera mō tāta mō pauru mō ui mō mea kompani doa i o Arawihi o ratou traipa. Whaaforo e ratou mātou o ratou te hapora. E nā ratou e whaatano mai te hora. E te o e parau tātou ture. Nā roto o mai te ture no wharani mai. Tēnei rau, hope pai te tau, tau iri ha whaapiri te turi. Whaapiri e. Mena hea tau tūrar a, ni ahu te ho e manurewā, he paranoa to tātou manurewā, e te tini hapau ana tātou i te manurewā no tātou. Mena hea o tō e rawe rei tu ahipa, e hea o tō rawe rei ahipa, ni ahu te ho e manurewā i a tere atu o tuitea, mena hea te ora rao te whearo ahipa. Matamo e piti pairoti. E muri mai e te mo PNC e ahuru i rato. E te ono tātou te hora hipo, e ne pei mi tāta rawe te hipo raru nei. E mi autou. No mo pairuti e mo PNC e tātou te o hora hipo nei tātou. E te ono hare tātou Los Angeles e au hora wai. I tu hare tātou ahuru hora. Ko e tātou ki te hipi pilot pairoti api veia. Taui, toru veia.
E hane tātou te hau ne oruma ono hora. Ai rea pai tātou mahapai rau ti tō mūmoi. E te weire te me whae era nā muri, nā mū mai te hupa. E te weito ora de whae era nā mūhiu. Te turu ai, me i hoa te whaaturi au te whea i rawa te hipai ni maru i te tātou, mea tai ni te whinone. Te te ui i pene apāru o tieri e ui atu e ha te auru ataraporo e Long Courrier. Long Courrier, prohi tā mea, te prohi te ria e, te vera ho e mea, ho e parau, mi te puhare o e toru tautini maire. No te heo e no tahiti nei, tāpai Long Courrier, te e manu re wara heimi tā tātou ai. Te ura e he horopate ten e ho. Te ono Piti hanere... Ene tei ora mea horopate te roto. De me tei ora hora. Te hora. Te hora. Te ono au hora, hitu hora. Ria pai toru tautini maire. Maruru mai te tara hua hirma, mai te pai te vera tau tō mou i a tatini o mai. Alors Yasmina ou Télénuit, est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de l'étude de ce projet? Comment ça s'est passé en fait? Oui, parce que bon, au niveau des termes, ils étaient très techniques et nous ne faisons pas partie de compagnies aériennes, même au niveau de la société civile, on a eu du mal à interpréter ce qu'on voulait déjà. Et les termes étaient vraiment techniques, donc on a fait appel à des intervenants, aux syndicats notamment de RTT Inouï. Et voilà. Ce qui a été difficile aussi au départ, c'est qu'on a tout de suite compris lors des premières commissions qu'en fait, en amont, il n'y avait pas eu de concertation. Donc, c'est vrai que quand on a rencontré les premiers invités, on était un peu surpris de savoir qu'il y avait un projet de loi de pays qui était présenté, mais qu'il n'y avait pas eu de concertation en interne avec les différents organismes représentatifs du personnel. Donc, nous, on nous a expliqué ensuite que bon, c'était surtout parce qu'il y avait cette deadline du 31 mars. C'est pour ça que ça avait été fait de manière un peu précipitée. Donc c'est vrai qu'au début, on est parti sur des invités qui nous ont fait part de leur réticence par rapport au projet de loi, par exemple, la première version. C'était des problèmes en termes de définition sur la notion d'astreinte, sur la notion de réserve. Puisqu'en fait, apparemment, au niveau d'RTT Inouï, c'était un peu spécifique parce qu'ils faisaient déjà des réserves, donc ils ne voulaient pas qu'on transforme le mot réserve en astreinte parce qu'il y a une question de rémunération également. Donc voilà, c'était un peu tout ça qu'il fallait qu'on arrive à comprendre pour savoir, en fait, voilà, si le projet de loi de pays passait tel quel, on sentait quand même qu'il pouvait y avoir des conséquences assez... parce que les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit non, on ne veut pas que le texte passe tel quel. Donc voilà, après, ça a été réglé, puisqu'il y a eu les concertations nécessaires avec les différents organismes et il y a eu les modifications, les recommandations du CSC qui ont été appliquées. Donc c'est vrai que ça, c'est un point positif. Et même lors de notre assemblée plénière, on a eu l'information comme quoi les concertations avaient commencé. Je peux rebondir un peu. Oui. Ce qu'il y avait, c'est que on avait eu on ne savait pas exactement quelle position prendre concernant l'application de la loi du pays et du texte européen. Donc on savait qu'on avait déjà une date limite d'application. Qui était normalement... La première date d'ailleurs était déjà de août 2013. Donc on avait déjà demandé une dérogation. Et déjà à ce moment-là, on n'avait pas la position précise. On ne savait pas dans quelle direction aller exactement au niveau des RTT Inouï. Donc comment on allait faire, modifier la loi du pays ou abroger la loi du pays. On ne savait pas quelle position prendre. Donc je pense que les organisations syndicales se sont retournées un peu vers la direction pour demander qu'est-ce que la direction faisait. On n'avait pas de vision précise de ce qu'on allait faire. Donc ça, c'était un peu difficile de notre part, de la part de la direction d'ATN, donc d'agir parce qu'on n'avait pas de cap bien précis, qu'est-ce qu'on allait faire.
Donc c'est pour ça que au fur et à mesure le temps s'est écoulé et donc toujours pas de vision. Avec le changement de gouvernement, ça nous a apporté un peu plus de vision, donc on a été obligé de prévenir un peu au niveau des autorités qu'à un moment donné il va falloir qu'on bouge. Donc ça c'était une chose. Et après c'est vrai que dès qu'on a eu des contacts un peu avec la vice-présidence, notamment pour essayer de voir un peu ce qu'on pouvait prévoir un peu. Donc, on est tombé après d'accord au niveau du ministère du Travail et puis au niveau d'ATN, donc sur intégrer donc la loi du pays, modifier la loi du pays. On avait déjà dit ce qui allait sérieusement coincer dans l'application des deux textes sans changement aucun. Donc, comme nos demandes ont été prises en compte, là, après, on a pu travailler, mais c'était un délai très court. Alors, concernant toujours la sécurité, on le voit par exemple dans l'actualité, une compagnie locale qui contrôle un peu plus sévèrement les bagages en cabine, notamment. Oui. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la sécurité d'un avion? Parce que c'est un sujet qui est vaste quand même. Hein. Oui, donc alors, il y a deux termes. Concernant les bagages, donc, dans l'aérien, on parle plutôt de sûreté dans ce cas-là. Donc c'est le contrôle des bagages et le contrôle de tout ce qui est mis à bord de l'avion. Donc là, on parle de sûreté. Donc, le terme français est plutôt sûreté, malgré que le terme anglais, c'est security. Hein. Donc il y a des fois des confusions. Et donc, dans le terme de sûreté, c'est ce qu'on voit un peu dans les films avec la TSA, notamment aux États-Unis. Donc toute la partie donc, du contrôle et notamment du contrôle d'éviter au fait les terroristes qui montent à bord. Ouais. Donc ça c'est ça. Ça n'a rien à voir avec une question de poids ou... La question de poids après vient plutôt dans des consignes, je pense plutôt réduction un peu du poids. Qui dit réduction du poids dans l'avion, ça fait aussi ça permet aussi d'améliorer un peu je dirais ça permet d'avoir des économies un peu au niveau d'avoir des économies parce que chaque poids qu'on transporte entraîne de la consommation de carburant et comme on voit que maintenant le carburant est élevé donc c'est pour ça qu'on essaie de réduire au maximum le poids transporté donc ça va plus dans ce sens-là. J'aimerais bien réagir puisqu'il y a nos membres du CESC. Alors, vous avez bien sûr émis un avis favorable, mais quant seulement les invités et comme il y a aussi Gérard avec nous, alors je ne sais pas si on se rend compte un peu l'avis de ce personnel navigant. Vous, en tant que représentant du CESC de notre pays, comment réagissez-vous? Vous avez découvert c'est-à-dire qu'il est bon vraiment de revoir? C'est sûr qu'au niveau des normes européennes, nous, quand on nous a présenté le texte et on nous a dit que voilà, on avait une dérogation en cours, mais qu'elle s'arrêtait au 31 mars, notre première volonté, c'est de faire passer ce texte au plus vite pour que les personnels navigants soient dans les normes européennes. Après, ce qui nous a marqué, c'est, je pense qu'on s'est rendu compte aussi, voilà, quel était vraiment le travail d'un personnel navigant. C'est vrai qu'on ne se rend pas beaucoup compte, qu'on a une vision de... Voilà, on voit les hôtesses, elles sont toujours nickel, toutes jolies. Les PNC, on n'a pas l'impression qu'ils sont fatigués, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand elles font 7 heures ou 8 heures de vol et qu'elles doivent ensuite après se reposer puis réenchaîner le lendemain, enfin, on a compris qu'en fait, voilà, le métier d'hôtesse, de personnel navigant, c'était quand même un métier à part entière. C'est vrai qu'on a une vision peut-être un peu trop... voilà, du côté, ouais, c'est un métier fun, mais voilà, je pense que voilà, est-ce que c'est la réalité c'est vrai que l'image qu'on donne, c'est bien, c'est cette image-là qu'il faut donner. C'est l'image, toujours belle, je rêve et tout. Même aussi les pilotes, hein, donc toujours il y a quatre épingles avec les cheveux. Oui. Mais derrière cette image qui est belle et qu'il faut d'ailleurs promouvoir, encore il faut garder, hein, parce que le sourire polynésien, ça c'est le meilleur accueil qu'on a, que les passagers ont.
Mais derrière ça, il y a quand même du travail et il faut engager donc 8 heures de vol, des fois de nuit. Quand on décolle à 23 heures et qu'on se pose à Los Angeles, il est 9 heures du matin, qu'on a passé toute la nuit à servir. Donc là, il y a des temps de repos, mais les temps de repos, je peux vous dire que c'est de 1h30, 2 heures maximum de temps de repos. Pendant le vol? Pendant le vol, et donc avec des rotations. Donc ça veut dire quand même que vous avez prévu d'avoir fait votre sieste l'après-midi avant de faire le vol. Alors si dans la famille ça va bien, mais si vous avez les enfants qui vous appellent maman, maman, ça c'est pas évident. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Alors donc quand on parle sur une rotation Paris, c'est 8 heures de vol sur le Los Angeles. Mais après le Los Angeles-Paris, donc après 1 ou 2 jours de repos à Los Angeles, on repart après sur Paris. Mais Paris c'est 11 heures de vol. Prendre des passagers qui ont déjà fait 8 heures de vol, les revoir après dans l'avion. Donc ils sont déjà un peu fatigués, ils sont un peu plus exigeants. Et après, on les amène à Paris, et c'est le vol de jour, et puis là, il faut servir. Et après, quand on arrive à Paris, donc là, on arrive à Paris, on a 12 heures de décalage par rapport à Tahiti. On arrive le matin, et là, pour nous, c'est la nuit. On arrive à minuit, pour nous c'est minuit, mais là-bas, il fait jour, midi, il fait beau, tout le monde veut sortir. Nous, on est fatigués, on n'a qu'une seule hâte, c'est d'aller dormir. On va dormir, on a 24 heures de repos à Paris. Donc là, comme par hasard, on se lève à 8 heures du soir, ça veut dire 8 heures du matin ici. Oui. Et là, toute la nuit, on zappe la télé jusqu'à 2 heures du matin pour essayer de faire une sieste à 2 heures du matin. Et après, on repart, pas longtemps après, on repart à 9 heures, 11h30. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. On s'aperçoit avec le rythme, donc il est très important de bien prévoir les temps de repos. En fonction du courrier pour que à la fin quand on se tape des vols comme ça au retour ici on est décalé, on n'a plus le décalage horaire et on arrive ici et puis à l'arrivée à la maison il faut après s'occuper de la famille. Alors, Merci. pendant le vol, quels sont les points sur lesquels le personnel navigant et les pilotes sont très vigilants? En fait, il y a un travail préparatoire, je pense, qui est important, c'est-à-dire notamment de penser à se reposer avant de faire le courrier. Et pareil, quand on est en escale, de savoir se reposer aussi. Il faut connaître un peu son horloge biologique, savoir à quel moment on veut dormir, et de façon à calculer un peu ses heures de sommeil sur une période de 24 heures. Parce que du coup, quand tu vas aller en vol, c'est pas là qu'il faut avoir sommeil. Il faut que dans le vol, tu sois éveillé, que tu as ton temps de repos pendant le vol. Mais ton temps de repos, en fait, c'est pas là que tu vas vraiment te reposer. Tu vas te reposer une demi-heure, 1 heure. Et c'est pas là que tu dois prendre ton repos. Tu dois économiser, au fait, pendant ton temps d'escale. Ça, c'est important. Mais c'est une formation. C'est une formation de cyclage. C'est une sensibilisation, parce que chaque individu est différent. Donc on n'a pas tous la même façon de dormir, on n'a pas tous la même horloge biologique. Donc par contre, il y a une prise de conscience de cette horloge biologique. Vis-à-vis des passagers, à quoi est-ce que vous êtes très vigilant? Vis-à-vis des passagers, ce qu'il faut faire, il faut faire très attention, c'est d'abord, toute personne est humaine. Quand tu as une cabine qui est remplie, il y a des passagers qui sont très charmants, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins charmants. Donc quand on a 1 ou 2 comme ça dans la cabine, qui peuvent être très désagréables, le temps peut monter très vite. Donc le PNC est obligé de calmer. Donc ça c'est très important et assez rapidement l'ambiance dans la cabine peut dégénérer. Il faut être très vigilant. Déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Et ça fait partie de la sécurité. Ça fait partie de la sécurité et ça fait partie de la formation des PNC. Ils sont d'ailleurs bien vigilants à ce niveau-là. Ça peut aller. Je vous cite un exemple d'un passager qui veut pas lever son dossier quand on mange, par exemple. Du coup, le passager qui est derrière, là, il n'a plus d'espace pour manger parce qu'il a le dossier qui est carrément dessus. Alors, il y a aussi des passagers qui sont assez turbulents pendant le vol et puis qui n'arrêtent pas de taper dans le siège du devant. Donc, le passager devant, il se retourne, il file un pain vers l'arrière. Ça, c'est le genre d'événement qu'on peut avoir.
On va revenir au CSC. Non, il est bon aussi de savoir comment ça se passe. Est-ce que vous avez pris l'avion déjà? Oui. Est-ce que vous êtes senti en sécurité Oui. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, et puis avec notre compagnie locale, on est bien servi. Hein. C'est agréable. Juste peut-être pour faire une comparaison, puisqu'en fait, quand on a réuni essentiellement des personnes qui représentaient la compagnie locale RTT Nuit, mais du coup, on s'est un peu interrogé qu'est-ce qu'il en était des autres compagnies aériennes, puisqu'en fait, le Code du travail est applicable en Polynésie française, donc tous ceux qui sont basés en Polynésie française sont régis sous ce Code du travail. Donc, on a contacté des représentants du personnel d'Air France, et en fait, ils nous ont bien expliqué, bon, certes, le Code du travail, ils le respectaient, mais en fait, ils avaient des conventions collectives beaucoup plus avantageuses que peuvent avoir les personnels de la compagnie aérienne. Donc, c'est vrai que du coup, on s'est dit, il ne faudrait pas non plus que le personnel navigant d'RTT Nuit, bon, ben, même si parce que c'est une question de moyens, soit vraiment lésé sur toute cette partie qui est vraiment importante, temps de repos, astreinte. Donc c'est pour ça qu'on a été assez vigilants dans notre avis pour que voilà, qu'ils soient pas lésés au niveau de ces choses qui sont vraiment importantes pour la sécurité. Alors, est-ce que en matière de sécurité, est-ce que vous échangez les données entre compagnies aériennes? Entre compagnies aériennes, donc que ce soit donc aussi bien au niveau des administrations aussi, la DGAC, donc on s'échange beaucoup sur le traitement des incidents, accidents et notamment les consignes, les actions qu'on doit prendre en conséquence. Hein. Donc ça c'est important. Y compris au niveau mondial, donc même au niveau des constructeurs, dès qu'il y a un accident important, donc tout de suite il faut réagir rapidement et puis donc donner des consignes au niveau des équipages pour prendre en compte. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement? En fait, c'est le rôle de la compagnie aérienne en général, parce que donc ça peut aller des consignes particulières donc, du pilotage, mais ça peut aussi aller, comme je parlais tout à l'heure, des consignes de sûreté donc à l'arrière, donc notamment on parle souvent de terrorisme et tout, donc les États-Unis sont très exigeants à ce niveau-là, hein, donc on doit appliquer les consignes qui viennent des États-Unis, donc ça c'est important. Tu viens de me rappeler, il y a eu un coup de foudre à un moment donné. Comment est j'imagine. Donc ça, ce sont des événements qui ont déjà eu lieu dans d'autres compagnies, et puis sur Airbus aussi, et puis sur d'autres avions. Hein. Donc c'est un événement connu, un incident connu. On sait comment réagir, on a des actions à faire. Donc après, tout dépend de la dégradation du radome. Donc là, le radome qu'on avait eu, donc il avait juste eu un impact avec quelques fissures, mais il y a eu des fois des radomes qui ont eu des dégâts plus importants que ça. Mais on sait réagir à cet incident. Comparativement, après, ce qu'il y a, c'est que à l'arrivée, après, on est obligé de changer le radome. C'est ce qui a fait qu'on est resté pratiquement 2 jours avant de récupérer un radome. Alors, la Nouvelle-Zélande est un peu comme Tahiti, isolée. On est isolé du monde. Donc, il faut faire acheminer le radome donc, sur place. Quoi. Mais ça, on va revenir avec le CSC, hein, Terre et Nuit ou Yasmina. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter encore suite à cette commission avec le CSC concernant notre personnel, le personnel navigant? En fait, ce qu'a retenu surtout le CESC, c'était qu'il fallait une plus grande cohérence dans les textes. En fait, quand on nous a présenté justement la loi, le Code du travail et la réglementation européenne, qu'il fallait vraiment harmoniser les deux. Et nous, au niveau du CESC, ce qui n'a pas été évident, c'était justement de voir les deux, de les mettre ensemble, de faire cette harmonie en fait. Et donc dans les recommandations du CESC, c'était de mettre de la lisibilité. Nous, c'était encore assez flou. Hein.
Alors, je vois, c'est pour assurer d'une grande sécurité juridique et ainsi de limiter les risques de contentieux. Ça veut dire quoi? Ben, c'était notamment au niveau de la norme européenne. Si l'application, la loi de pays n'était pas en adéquation avec la norme européenne, bon, ça c'était par rapport aux invités qu'on avait reçus, il disait qu'il y avait des risques de contentieux, c'est-à-dire que voilà, ce qui sera applicable ici ne sera pas forcément au niveau des normes européennes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait souhaité qu'il y ait vraiment une harmonisation qui soit faite. Je peux rebondir un peu là-dessus. Donc, en poussant un peu le raisonnement un peu plus loin, à savoir que les normes européennes donc, qui sont appliquées par les compagnies européennes, au fur et à mesure, si on se met un peu en marge et on décide, par exemple, de ne pas appliquer ces normes européennes, on peut aller très bien jusqu'à être blacklisté. Ça, c'est une liste noire. C'est ce qui se passe actuellement de pas mal de compagnies, notamment africaines, ou d'Amérique du Sud, qui sont sur la liste noire. C'est-à-dire, comme ils n'appliquent pas les normes européennes ou les normes internationales qui définissent comme le minimum de sécurité, ils sont donc sur la liste noire et ils ne sont pas autorisés à se poser en Europe. Si je fais un raisonnement là-dessus. Hein. Et donc, on pourrait arriver à ce genre d'événement. Concernant les crashs, par exemple, là aussi, vous en tirez des leçons, quel que soit le type d'avion? Ah, tout à fait. Donc, au niveau que ce soit les crashs ou les incidents, même des incidents, hein, donc, on est systématiquement dans une boucle d'information qui nous revient. Donc, et on doit prendre des actions collectives en conséquence et les implémenter dans la compagnie. Donc ça, c'est très important. Donc, en parlant de sécurité, donc ça, c'est une des garanties qu'on offre aux voyageurs. C'est ce qui nous permet d'avoir un label. Reita hapupu mai te ni mau tamarita tatu e haarai rutu I te mau manuriwa, tō tatu ane, manuriwa atua. Hei tuto mi ta tatu mo manihini prahari rau era I tina mai tatu I te mo o test de l'air pa ia prawan ahia mo periti manu me ua no rato mia nenhe me ua me fat I mai te tatu te ira I hei ona me tatu I muru mai te hipa taratu ira wera ere te hipa uhi e te hipa in te vai fofa ara ia ho e rato pa atua no tau hoa e te mau horupati te I hare atu ne te mea I te mohi a tatu po mo e tatu I te mo manura I te noha tatu te mau o te as de l'air me ata whar I mai te ea tatu hapopo me te no te mea roa ro te wahi taratu I harera te he horo e ohorane te turu te wahi taratu I tāpētu, pe tāpētu I te whenua marite ai te mororoa e rewa atu I te whenua whrani me ara ahurua mho e horane te morora I ere toti te hipa in ere tara miau nā shirara mai te hipa te reha pai taratu I mai te naratu e rewa I te hipa hapupura tatu I mai tano toa e rani te re me te prohia whaatano mai te mo whaaturi rotu I tu tatu ne whenua ia whaauhia e to Europa I ha tatu ia whiwhi te paromero shirai rau ane mit pehu ai te tatu I whaatura te mo whaaturi ra prohia pa iwa I liste noa to laura o pani e tati te tatu ni ne tau pa hau I heo atu te te mau taur a manirwa e atu. Ia pai tatu are ruiria. E ia tanhoa o tanhoa te tino tau whena I mira ai te rau ea wha a hapi pe ia rawi ruhia ia mai tia te ture no ta tatu hoa mo tataru he pai to tatu hoa to ia manuriwa I tiri. Alors, concernant le personnel navigant, toujours, quelles sont les qualités qu'une personne doit avoir pour exercer ce métier? Paraître belle et beau. J'ai dit, il ne faut pas faire de discrimination. Mais c'est sûr que donc, une personne qui est avenante et puis qui a donc un physique assez avenant, donc c'est un des critères. Le deuxième critère, c'est aussi la langue, par exemple, donc l'anglais, donc très important, d'être assez à l'aise aussi dans la communication avec les passagers. Donc, et les critères supplémentaires, on dit aussi donc que le personnel navigant commercial s'occupe aussi de la sécurité à bord. Donc ils doivent être à l'aise donc pour gérer donc une évacuation. Un feu à bord, c'est très important. C'est un des risques les plus dangereux dans un avion. Donc, ça demande beaucoup de sang-froid à ce niveau-là.
Donc, c'est pas pour nous de tirer. et il faut savoir gérer des personnes qui deviennent stressées. Donc, Ça se dans des passe comment? Vous situations- avez des entraînements ou Oui, concrètement? Donc au niveau du personnel navigant, donc commercial, donc les hôtesses STU, ils ont un entraînement une fois par an, avec donc une remise à niveau, donc de l'évolution des réglementations et puis des textes, et des entraînements sur les toboggans. On a donc une maquette avec un toboggan. Donc c'est presque mieux qu'un toboggan pour les enfants, mais c'est un peu plus grand. On a des exercices en mer aussi, donc moins maintenant, mais des exercices donc pour apprendre à gérer donc du personnel. Donc quand on a évacué en mer après un amérissage, il faut savoir monter dans le toboggan, sortir du toboggan, récupérer des personnes. Donc tout ça, c'est un entraînement particulier. Vous voyez hôtesse de l'air? Non. C'est un choix, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie, ouais. Alors, est-ce que la sécurité est la même sur un long courrier ou un petit avion? Disons que le minimum est à peu près est requis, mais après, bon, les contraintes ne sont pas les mêmes. Sur le long courrier, on a donc des temps de travail plus longs, donc avec plus de passagers. Donc, tandis que je prends l'exemple d'Air Tahiti, bon, le courrier moyen, c'est la journée, donc ils sont tous les soirs à la maison. Ils n'ont pas de vol de nuit, donc le nombre de passagers est de 60 à 70 passagers. Donc, c'est plus facile à gérer. Nous, c'est 300 passagers qu'on est obligé de gérer. Donc, si à un moment donné, on doit évacuer sur la piste, il faut récupérer 300 personnes en bas. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Les temps de repos, d'astreinte, est-ce que c'est les mêmes principes pour une petite compagnie? Parce qu'on parle de rapport, non. Là, c'est pour ça que le texte est particulier pour le long courrier. Il est plus strict. Il est plus strict, il est plus, disons, il y a des... Plus adapté. Il est plus adapté. Plus adapté avec notamment c'est la prise en compte du temps de travail qui est beaucoup plus long, donc avec des temps de repos, comme je disais, donc pré-courrier et post-courrier. Donc là, on est obligé de prévoir en fait pour l'employé des temps de repos pour qu'il ne soit pas engagé sur ce temps. Alors, on va bientôt arriver à la fin de notre émission de thème et d'analyse du dessin. Qu'est-ce que le CSC souhaiterait apporter un message, que ça soit de Rémi ou Yasmina, et puis de finir après avec notre pilote Gérard Morin. Peut-être juste dire que voilà, dans l'étude du projet de votre pays, donc on a essayé de comprendre un peu les différents métiers personnels navigants. On a également fait part aussi de notre crainte un peu que l'application de cette loi à un moment donné entraîne des surcoûts. On n'a pas abordé cette partie-là, mais bon, c'est vrai que nous on était assez vigilants pour la partie surcoût qui pouvait peut-être être engendrée par l'application de la première loi de pays. Mais apparemment, ça a été revu. Peut-être ce qui a été positif, c'est que, bon, pour ma part, j'ai assisté au vote à l'Assemblée de Polynésie française, c'est qu'il y a eu un vote à l'unanimité de tous les représentants de l'Assemblée. Donc, c'est positif. Ça veut dire que tout le monde va dans le même sens. Et que surtout, qu'il y a eu des concertations, du dialogue avant, qui a permis que les personnes concernées par ce projet de loi de pays trouvent un consensus et qu'ensuite les représentants de l'Assemblée votent oui pour cette loi de pays. Alors Yasmina, on a oublié de mentionner que Yasmina, c'est la première fois qu'elle siège au CSC, c'est la première fois aussi qu'elle vient dans cette émission. Alors pour clôturer, quel message tu souhaiterais dire? Oui, bon, moi je suis donc membre du CSC. Je suis ravie que les recommandations aient été prises en compte. Parce que voilà, ça n'a pas été une affaire, enfin un dossier facile où ça a demandé beaucoup de temps de réflexion, de recherche, il fallait se mettre d'accord sur les termes, de qui on parlait. Voilà, pour nous, ça a été un apprentissage aussi. Gérard. Donc, moi, juste un mot sur les lois, notamment. Donc, comme je disais, ce qui est important, c'est de ne pas léser le pays.
en mettant une loi du pays qui peut être très difficile. Déjà là, par exemple, on a pris la loi du pays et le texte européen. Il peut encore y avoir des confusions. D'ailleurs, le personnel navigant actuellement, il l'applique. Et donc, là, on a changé juste des définitions dans les termes, mais après, dans l'application, c'est assez difficile à comprendre, même nous en tant que personnel navigant. Donc, si je devais donner un conseil, c'est peut-être d'essayer d'harmoniser au maximum. Donc, comme Thérèse disait, ça c'est sûr qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, donc, maintenant j'espère que vous avez compris que le personnel navigant, Oui. parce qu'on pourrait dire qu'on va voyager, on va dans les beaux hôtels, mais il faut savoir qu'un personnel navigant sur 365 jours, ils sont 200 jours à l'extérieur. Donc 200 jours à l'extérieur, c'est 200 jours sans être avec la famille. Donc ça, c'est quelque chose que souvent les gens oublient. Voilà. Donc, donc maintenant, on va toujours avoir le sourire. Merci. Alors, juste pour terminer, donc on peut dire que l'avion est sûr, le moyen de transport le plus sûr. L'avion, c'est un moyen de transport le plus sûr par rapport à la voiture, c'est sûr. Là, on a plus d'accidents au bord de la route que c'est là. Il n'y a pas d'embouteillage là. Ok, donc merci Gérard, merci Trénu et Yasmina d'avoir participé. Pour conclure donc cette émission, un avis de décès. Donc, ce sont les familles Brothers, Manutei, Teshut Ata, Mihiura et Ali, qui ont donc la douleur de faire part du décès de leur père, grand-père, arrière-grand-père et frère en la personne de M. Brothers Jean Peters, qui est donc décédé le 23 avril de sa 90e année. C'était donc un ancien combattant. Une vie de prière aura lieu donc ce soir à 19h à son domicile et son corps est exposé à son domicile. La levée du corps aura lieu demain samedi à 15h à Wharepa Opua, Taputapuatea Iatea, suivi de l'inhumation. Maruru mai te ano tātou mo manihini, te proira e tātou pa atoa ia tere atu tātou nani hu te tātou hara ia rawai tātou i te manurewa, haman o te e whiar uhipari ni he te manurewa, uhipat o mia tātou, ata ainu atu e tō rātōra, ati i hopa ia te manurewa tu i te rewa, mea haapopo, mi ta iprutira haapopo mai te e rātou, te na o meira o Gerari e, turu hanere o hunu māpēm hana roto i te mateiti, no rātou ne e rawere i te uhipa i manurewa, piti ahuru hei amhana rātou e rawe nei tuhiwa piti hanere. Piti hanere. Tōna ura mea vara ro rātou e wharere i tō rātou mo utua where whaatu rātou tātou, no te mea te paroto o Malaysia e ruera, te vera wei teia ta umatu ni hana i manurewa, e imi pa i te rawe anu te whaahuru e iha tātou nāria, whaatu rā tātou i tēne mo tātou e rawe rei tuhipa. Maruru mai te reitu tātou wharere rā, opani tū mātu au, tēne whaanhora ana tātou, ngartu i te te parau pia te whaaru mai rātou mo upu whit i Brothers, manu tei te hiot ata miura e o wharu ero mai tō rātou mi tuatāne tupuna tāno i hau Brothers Jean Peters i roto i te ehiwa ahorur au tōna mataiti e rawahia te oru apurera ai te poi tōna nhora mai te mera ira ia tia whaarepa opua tapu atia e tupu te e tōna ora ahunar a ananhaya mahanam a pite ahuru maunono e perera i te hora toru i tōna hawa nhora te whaate atu ne mātu i tō mātu tap o aruwha i te mau utua wharewhiti o te io i roto i tēne ati, tēne paraupia a mia tu mātou traia homa. Ia mai te tātou i te hopia he petuma whare tātou i te moni re, te tumu proi whaanini he mātou, te tēn a mai te nahiwa pronet whare o momonia, me ruaropa i te ua taratero i te ima. A moni rea tātou i te mai te menahia tēne e taritia te tupu a mai, ki ara a mai roto i tō tātou nei whenua. Ia mai te eoto i tātou atu i te hopia he petuma, te topara te ua, pene mea mai te eto anō tātou, hari mai ai te tap anō te aroha, parhei ana.